Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de l'économie expliquée par mon père, en présence de Charles Gave, le dit père. Le dit père, qui n'a pas changé depuis un petit moment. Oui. Et nous allons aujourd'hui faire l'émission qu'on consacre en général à vos questions, une fois par mois. On est donc jeudi 27 octobre. Je sais ça parce que c'est mon anniversaire. J'ai 8 ans. 8 ans, ça commence à être un âge sérieux. Ça s'empile. Et donc, j'ai aujourd'hui vos petites questions qu'on a posées sur la page YouTube où vous êtes en train de regarder a priori cette émission. Donc, la première, c'est un petit peu un exposé, mais je trouve qu'elle était pas mal. Alors, je l'ai mis en introduction. Alors, attention, parce que la question est au milieu. D'accord. Et je vais lire un petit moment parce que la question est longue. Oui. Bonjour Charles et Emmanuel, merci pour ces capsules régulières qui détendent dans ces périodes où le communisme mental est à la mode. Pensez-vous, ça c'est la question, que le terme de super-profit soit dangereux et qu'il s'imposera à terme pour déresponsabiliser nos élites des conséquences que provoque leur politique ? Si oui, est-ce une opportunité pour shorter toutes les entreprises françaises qui décideront de rester sous le joug de la loi française ? Personnellement, je vois ce terme s'imposer comme le pass sanitaire est rentré dans les langues et cela me mine de constater qu'il y a tant d'écho dans la population française, surtout chez les marinistes. Bien. Alors, la question de super-profit est intéressante. On en a déjà parlé un petit peu. On va essayer d'y réfléchir, si vous voulez bien, ensemble. Donc, il y a deux questions, il y a deux parties dans la question. Il y a d'abord super et ensuite profit. Pour l'instant, ce que je dis est brillant, donc j'espère qu'elle est. Et donc, profit, on va commencer par profit. Qu'est-ce que c'est que le profit ? C'est-à-dire que vous prenez des coûts, vous êtes un entrepreneur, vous payez des salariés, vous achetez des matières premières, vous louez des bureaux, vous payez vos impôts, vous payez vos frais sociaux, etc. Puis ensuite, vous essayez de vendre quelque chose derrière à des gens qui l'achètent librement, dans un système normal, et vous dégagez un excédent. Mmh. Cet excédent s'appelle le profit. Qu'est-ce qui se passe s'il n'y a pas de profit ? Tu déposes. La société disparaît. Donc, la première des choses qu'il faut dire... La société, l'entreprise. L'entreprise disparaît. Et quand l'entreprise disparaît, ça devient difficile. Il y a des gens qui perdent leur boulot, etc. Puis des entrepreneurs qui perdent leur argent. Donc, la première des choses que je voudrais dire, c'est un système dans lequel le mot profit est entaché d'une connotation négative est un système qui est déjà idiot, parce que l'alternative, c'est un système où il y aurait des pertes. Et les pertes, ça amène tout le monde à une baisse du niveau de vie. Si tout le monde fait des pertes, ça veut dire que tout le monde vit au-dessus de ses moyens et qu'on doit emprunter quelque part. En général, c'est à l'extérieur ou à la banque centrale. Et dans les deux cas, votre monnaie se pète la gueule. Puis quand il y a des pertes, il n'y a plus de fonds propres. Et du coup, tu n'as plus de... T'as plus d'épargne. Tu détruis de l'épargne. Donc, refuser le profit, c'est, comme je l'ai dit souvent, nous avons une chance inouïe. C'est que nous avons un stock d'épargne gigantesque qui a été... laissés par nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, les ancêtres comme ça, qui ont bâti un pays magnifique, où il y a des infrastructures, ou tout ce que vous voulez. Et nous, ce qu'on veut faire, c'est bouffer ce stock et ne rien laisser à nos enfants. Remarquez, c'est pas très grave, puisque de toute façon, on n'en a pas fait. La natalité s'est écroulée. Donc, le type qui dit le profit, c'est mal, c'est déjà un imbécile. C'est la première des choses, c'est déjà un crétin. Bon... Alors, on arrive au deuxième mot, qui est super, mais qui peut déterminer si un profit est excessif ou pas ? En bonne théorie économique, s'il y a des gars qui font des profits anormaux, il y a d'autres entrepreneurs qui vont dresser l'oreille et qui vont se dire « Tiens, je vais aller faire la même chose, je vais aller investir » et puis petit à petit, ces profits deviendront normaux. Mais d'où le cycle de la tulipe dont on se souvient tous très bien, donc c'est exactement ça. Donc, ce que j'essaie de dire, c'est super... Ça veut dire qu'il y a des gens intelligents, comme M. Mélenchon ou Mme Le Pen, qui savent déterminer ce que serait le profit normal. Mais ça n'existe pas, un profit normal. Moi, j'ai été entrepreneur toute ma vie. Je peux vous assurer d'un truc, c'est que pour faire des profits, il faut se décarcasser comme un malade. Et si par hasard vous gagnez trop d'argent pendant une année, par exemple, vous faites un souci terrible parce que vous savez que ça ne va pas durer. Moi, j'ai toujours eu peur dans ma vie en tant qu'entrepreneur. Si j'ai gagné de l'argent... J'étais mort de trouille parce que je me disais, ça va pas durer. Donc je vis dans l'inquiétude parce que le profit, c'est quelque chose qui reste une fois qu'on a tout payé.
Et on ne sait pas s'il n'y a pas un des types qui ne va pas décider d'un seul coup d'augmenter les impôts massivement, et tu te retrouves en perte alors que tu n'avais pas prévu le coup. Donc, super profit, c'est doublement une imbécilité logique. Parce que, en plus, je pense que tout le monde peut comprendre, il y a ça avec la terre aussi. Il peut arriver certaines années où tu vas faire une super bonne récolte, voilà. Et dans ces cas-là, tu vas Il faut la taxer. Non, mais il faut mettre un peu de gras de côté, parce qu'on sait très bien que parallèlement, il va y avoir des très mauvaises... Mais si on te super-taxe. Oui, si on te super-taxe, du coup, tu peux pas faire ce petit coussin. Et dans la vie, on sait tous qu'on a des moments cycliques comme ça, des moments où tu vas pouvoir peut-être gagner un peu plus, tu te fais une petite poire pour la soif, des petites noisettes que tu mets dans un coin, parce qu'on sait très bien que dans la vie, il y a des moments où il va y avoir des moments de grande dèche. La récolte de noisettes n'est pas fameuse. Donc aussi, ce qu'il faut voir, c'est qu'en taxant les super profits soi-disant, et en empêchant l'entrepreneur de mettre de côté, ça veut dire que sa possibilité de thésaurisation est entachée d'autant. Pas de thésaurisation, d'épargne. C'est-à-dire, il met de côté pour le jour où d'un seul coup ça ira moins bien, et donc à ce moment-là, il tirera sur ce qui sont devenus des fonds propres pour lui permettre de ne pas liquider. S'il n'a pas de fonds propres, il n'a pas d'amortisseur. Et donc si d'un seul coup il y a un chaos sur la route, la voiture s'écroule. Alors, autre chose aussi, c'est que la marge brute d'autofinancement des entreprises, qui est l'outil qu'on utilise pour regarder en France comment fonctionnent les entreprises, n'a jamais été aussi nulle qu'en ce moment. En tout cas, elle reste 30 ou 40% inférieure à ce qu'elle est en Allemagne, en Italie, en Angleterre ou en Suisse. Donc, les entreprises françaises qui, sur le territoire français, gagnent beaucoup moins d'argent que si elles avaient leurs usines sur les territoires de tous nos voisins. Eh bien, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il faut être idiot pour investir en France. Alors moi, il y a autre chose aussi dans cette histoire de super profit qui me fait quand même doucement ricaner. C'est que, donc, on parle par exemple d'une grande entreprise comme Total. L'État est à l'origine, les gouvernements successifs, par ses propres décisions, avec les moulins magiques, les moulins à vent, les miroirs et ainsi de suite, de créer quelque part un shortage sur le marché. La valeur totale prend de la valeur à cause de décisions politiques mondiales complètement crétines. Et après, ils disent, regardez, ils gagnent de l'argent. C'est incroyable. Ils disent, bah oui, vous avez pris des décisions à la con. Évidemment. Évidemment. Et donc, grosso modo, ils punissent Total... De leur propre incurie. De leur propre nullité. C'est quand même magique. C'est quand même magique. Donc, mais ça veut dire quelque chose de très profond. Et peut-être un jour, il faudra qu'on fasse une émission dessus. C'est que, aussi bien la droite que la gauche française, il faudra qu'on travaille le sujet d'ailleurs, mais n'ont aucune idée sur la façon dont on crée de la valeur dans un pays. Ils veulent tous prendre le contrôle de l'État, ce qui leur permet ensuite de capturer la valeur qui a été créée par les entrepreneurs et de la distribuer sur leur lubie politique. Mais il n'y a pas dans la droite française un seul homme politique aujourd'hui qui, depuis 30 ou 40 ans, m'a expliqué comment on a augmenté la valeur créée en France. Ils s'en foutent. Ce qu'ils veulent, c'est juste prendre le contrôle de l'État pour piquer cette valeur et la répartir à leur clientèle à eux. Mais c'est la mafia. Encore la mafia, de temps en temps, elle s'intéresse aux petits commerces qu'elle protège. Aux familles. Donc c'est une histoire de fou. Cette histoire, c'est en fait très souvent, quand les mots ont un sens, et ce super profit, c'est presque l'indicateur parfait de l'imbécilité économique qui règne en France dans les classes dirigeantes, de gauche et de droite. Il n'y a pas de différence. Voilà. Écoute, je vais passer à la question 2. Ah oui, la première, c'était Thomas. Donc là, c'est Nessim Benamar. Bonjour, merci à l'équipe de l'Idéal pour le contenu très instructif. Ma question. Dans un monde idéal, quel est le rôle ou mandat d'une banque centrale ? Je commence par les questions un peu générales, après on ira vers l'Asie. Bien sûr. Doit-on contrôler les taux d'intérêt ou faut-il laisser les marchés les déterminer eux-mêmes ? Est-ce que les marchés sont capables de rectifier une déflation ? Il y a plusieurs questions, mais tu vas... Doit-elle contrôler la masse monétaire ou laisser faire les banques ? Devrait-elle intervenir pour sauver les banques quand celles-ci risquent de faire faillite ? Merci beaucoup. Bon, ça, c'est une question... De cours. Et puis absolument essentielle. Et vous savez, il y a des livres entiers qui ont été écrits sur ce sujet. Donc, on va essayer de faire court.
Et je vais faire commettre encore un gros péché. Je vais encore vous parler de Milton Friedman. Buvez un coup. En fait, il faut faire un jeu. À chaque fois qu'on dit Milton Friedman, c'est un shot de vodka. À chaque fois qu'on dit ce que j'essaie de vous dire, c'est un choc de vodka. Voilà. Non, mais donc, on va vous parler de Milton Friedman. Alors, Milton Friedman, qui était quand même l'homme qui a consacré sa vie à la compréhension de l'inflation, de ce que c'était la monnaie, etc., qui a eu le prix Nobel d'économie pour son histoire monétaire des États-Unis, qui est je recommande à personne de le lire parce que ça doit faire 1200 pages et puis c'est un peu balèze. Je ne l'ai pas lu, moi, enfin, j'ai lu des extraits. Milton Friedman, c'était quand même le type qui a le plus réfléchi sur la monnaie, la banque centrale, l'inflation, etc. Bon. Alors, comme je l'ai raconté souvent, j'avais amené ton frère chez Milton Friedman il y a une quinzaine d'années, donc. Et donc, à l'époque, c'était Greenspan qui était la réserve fédérale aux États-Unis. Et Milton Friedman a dit tranquillement à lui, Vincent, dans le fond, il faudrait supprimer les banques centrales. Ça sert à rien, ça intervient toujours de façon cyclique, c'est-à-dire qu'ils mettent de l'argent quand on n'en a pas besoin, ils le retirent quand on en a besoin, ils font n'importe quoi. Donc, il dit il faudrait remplacer la banque centrale par un ordinateur qui créerait 3% de monnaie en plus chaque année, de la base monétaire, c'est-à-dire il enverrait 3% d'argent gratuit aux banques comme ça partout. Et puis, on ferme à clé l'ordinateur et on jette la clé au milieu de l'Atlantique, comme ça on ne la retrouve jamais. Donc, et à ce moment-là, le marché, dans sa grande sagesse, sait que la masse monétaire manque de 3% par an, sait sans doute que les prix vont être entre 0 et 1, il va se dépatouiller, il fera des paniques de temps en temps, etc. Et deuxième chose qu'il faut dire, c'est que pour éviter que la faillite d'une banque ait un effet trop important, il faut éviter qu'on ait des banques gigantesques. Donc il faut casser les banques et que les banques deviennent des outils locaux. Mmh. Des outils locaux. Or, on a fait précisément l'inverse. On a donné le pouvoir à la Banque centrale, on a créé des banques qui sont trop grosses pour faire faillite. Type Goldman Sachs. Type Goldman Sachs ou BNP, dont la taille du bilan est supérieure à le PIB français. Et ensuite, quand il arrive quelque chose chez Deutsche ou je sais pas quoi, on demande à la Banque centrale de sauver Deutsche. Et comme ils ont à peu près les mêmes conseils d'administration, évidemment qu'ils vont le sauver. Donc ça crée des distorsions monétaires monstrueuses. Donc, ou bien vous mettez un conseil d'administration, comme il y avait à la Bundesbank, de gars qui sont responsables sur leurs fonds propres, première possibilité, ou bien vous supprimez la Banque centrale. Il n'y a pas de raison d'avoir une Banque centrale, finalement. Si tu casses la... À l'origine de l'origine, on l'avait vu dans une émission qu'on avait fait sur la crise de 1929, l'idée de faire des banques centrales avait été amenée pour que justement empêcher... que les monnaies puissent... qu'il y ait ces sortes de déflation. Que les banques, en faisant faillite parce qu'elles ont spéculé, ça entraîne une baisse de la masse monétaire, ce qui fait baisser les prix, et c'est une espèce de boule de neige qui se met en marche. Mais, en effet, mais... Même si, comme tu l'avais expliqué, le vieux monsieur qui était à l'origine de la création de la Banque centrale, comme il est JP Morgan, il est mauvais. Le patron c'était JP Morgan. D'abord, c'est JP Morgan qui a sauvé les États-Unis en 1907, pendant la crise qui avait eu lieu, en mettant le bilan de la JP Morgan pour empêcher une panique bancaire. Il avait dit à toutes les banques, vous mettez... Parce que les gens, à l'époque... Il y avait un bank run. Il y avait un bank run. Ils amenaient des billets, ils demandaient de l'or, puisque c'était librement. Il y avait encore Bretton Woods. Donc, il avait dit, toutes les banques, vous mettez tout l'or que vous avez... En devanture. De façon à ce que les gens soient rassurés en se disant ça va, je ne vais pas m'emmerder non plus. Voilà, c'est ça, parce qu'il y a un côté risque. psychologique. Mais c'est-à-dire qu'à ce moment-là aussi, on peut peut-être essayer de monter une opération, un Congo, enfin une espèce de société qui s'est créée par exemple, d'ailleurs, pour sauver les banques. S'il y en a qui sautent, en tout cas, ce qu'il faut éviter, comme je l'ai expliqué souvent, c'est que les banquiers perdent 100% de leurs fonds propres. C'est pas grave, mais il faut éviter que les dépositaires perdent leurs dépôts. Oui, bien sûr, c'est les donc petits il faut donc protéger. monter en parallèle avec une banque centrale qui sera un ordinateur, une société de garantie des dépôts dans lequel toutes les banques payent 1% par an, j'en sais rien, comme ça. Et donc, il y a des systèmes alternatifs, mais il faut savoir que les banques centrales ont été créées en grande partie pour financer les guerres. C'est-à-dire, par exemple, la banque centrale anglaise pendant les guerres napoléoniennes était bien plus efficace que la banque française, ce qui fait que les Anglais empruntaient à 2% de moins, ce qui ça faisait une grosse différence à l'arrivée. Donc,
Contrairement à ce qu'on nous a expliqué, c'est pas la Banque centrale, ça n'est pas un outil de liberté, c'est un outil de contrôle de la monnaie dont le bénéficiaire ultime est l'État, parce qu'il s'en sert pendant les périodes de conflit. Alors, Lionel Martin a une question qui est un peu adjacente. Quelle est pour toi la limite justement du bilan d'une banque centrale, par exemple la BOE? Est-elle relative à la taille du bilan des autres banques centrales? Et est-ce que tu penses qu'il devrait y avoir des restrictions réglementaires? Ben non, parce que les restrictions réglementaires, en principe, dès qu'elles existent et qu'il y aura un problème, on les fera sauter. On l'a bien vu dans toute l'histoire de... Regarde par exemple, la Banque Centrale Européenne n'avait pas le droit d'acheter des obligations d'État. Et puis quand ça a commencé à partir en 2012, là, quand ça a commencé à partir en dig-dig, bon, ils sont mis à acheter des obligations d'État comme des fous. Donc une réglementation, ça sert à rien, puisqu'il n'y a personne pour la faire respecter. Non, c'est une question qui est très difficile, mais qui est justement, la réponse est celle de la fois d'avant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de raison que la Banque Centrale achète des obligations d'État. Et donc, on remplace la Banque centrale par un ordinateur qui monte de 3% par an. Et si je peux me permettre, l'ordinateur qui monte de 3% par an, c'est le Bitcoin. Hein. Oui. C'est-à-dire que l'idée du Bitcoin, c'était l'idée, dans le fond, de Milton Friedman, bien sûr. Mais bien sûr. Donc, Milton Friedman disait, il faut monter un système monétaire, mais la différence avec le Bitcoin, c'est que le Bitcoin, on arrivera à un moment où il y aura zéro croissance. Et ça, c'est pas bien. Il faut avoir un système qui permette une hausse de 3% à peu près, parce que c'est à peu près la croissance du PIB en volume sur le long terme, quoi. Alors, Benjamin Levrat te demande... Anis Latchev constate que les guerres sont souvent déclenchées lorsque le président en place décide de dédollariser, tu en as déjà parlé aussi à la dédollarisation. L'espérance de vie du dirigeant en question baisse. Voilà, ses réserves. Hussein, Kadhafi, Assad, Poutine, Berlusconi, on peut rajouter. Êtes-vous d'accord avec cette analyse? Bah oui, tu as eu cette analyse. C'est une constatation, c'est pas une analyse. Si oui, pouvez-vous expliquer la conséquence d'une telle dédollarisation pour l'économie US? Alors ça, c'est une question intéressante, parce que justement, personne n'en sait foutre rien. Donc on peut réfléchir, mais il n'y a pas de... Essayons de dire un petit peu ce qui s'est passé. Vous avez les pays qui ont besoin d'acheter de l'énergie, les pays importateurs de pétrole. Hein. Bon, ils ont besoin d'acheter de l'énergie. Et comme le pétrole est payable en dollars, ça veut dire qu'ils ont besoin de dollars. Le seul endroit où tu peux gagner des dollars, gagner pour qu'ils soient à toi vraiment, c'est avec le commerce extérieur, si tu as un excédent avec les États-Unis. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que tu as une balance commerciale excédentaire avec les États-Unis, donc tu reçois plus de dollars que tu ne payes. Donc ça veut dire à ce moment-là que tes réserves de change au dollar montent. Tu as gagné des dollars qui sont à toi. Bon, tout ça est très bien, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que sur le long terme, pour qu'il y ait une balance commerciale déficitaire américaine tout le temps, il faut que la monnaie américaine soit surévaluée tout le temps, et que les autres monnaies soient sous-évaluées tout le temps. Oui. Ce qui veut dire que tout l'appareil productif sort des États-Unis pour aller se mettre à l'extérieur pour vendre aux États-Unis, puisque la marge est supérieure, tu vois, ça prend du temps. Donc ça veut dire que les États-Unis deviennent un désert industriel, ce qui s'est produit. Oui. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui reste aux États-Unis, puisque ils n'ont plus grand-chose à vendre? Les armes. Ah. Et donc les États-Unis, à ce moment-là, sont obligés de passer en une espèce de superpuissance militaire qui va taper les gens s'ils ne sont pas d'accord pour continuer à... Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on a donc maintenant une quantité de dollars énorme qui sont littéralement la propriété de gens en dehors des États-Unis, servant à acheter le pétrole. Ouais. Mais ce que c'est la deuxième étape, ce que ça veut dire, c'est que si d'un seul coup, les gens peuvent payer leur pétrole en yuan, en yen ou en euros, j'en sais rien, qu'est-ce qu'ils vont devenir ces dollars? Ils ne servent plus à rien, puisqu'il n'y a rien à acheter aux États-Unis. Si ce n'est des actifs américains. Alors là, ils ont quand même... renversé, ils ont renversé la valeur en nous vendant leur gaz de schiste. On est devenu, nous, en France, cette semaine, le plus grand importateur de gaz de schiste. Donc, ils nous vendent... Et en même temps, en Grande-Bretagne, le nouveau Premier ministre vient de décider que le gaz de schiste serait complètement illégal. Ah, ça va être pratique, cette affaire. Ça va être pratique, parce qu'il y a plein de gaz de schiste en France. Hein. Mais les écolos ont manœuvré pour que on ne fasse même pas d'études dessus. C'est-à-dire,
loin de là de commencer à faire du fracking, mais de se voir combien on pourrait en tirer, etc. C'est interdit. On n'a pas le droit, c'est verboten. Donc, mais ce qui va se passer, c'est qu'il va donc y avoir des masses de dollars invraisemblables qui, à un moment ou à un autre, vont devoir refluer vers les États-Unis. Et à ce moment-là, ça peut déclencher une inflation très forte aux États-Unis, par exemple de tout l'immobilier, tout ça. Oui. Les gens vont se dire, bon, mais le dollar, je ne sais pas quoi en foutre, je vais m'acheter un immeuble à New York, quoi. Oui. Et donc le prix donc on peut avoir à la fois une baisse du dollar profonde et une hausse rapide de tous les biens actifs aux États-Unis. Voilà. Logiquement, c'est ce qui devrait se passer, mais ça, je ne veux pas dire que j'en sache quelque chose, parce que là, c'est vraiment... Après, il faut avoir envie d'aller passer des vacances aux États-Unis. Ensuite, j'imagine qu'il doit y avoir des jolis coins, mais il faut aimer les... Oui, mais aux États-Unis, c'est par exemple un type comme Bill Gates, qui est pas un type particulièrement sympathique, mais qui sait quoi faire de son argent, il est aujourd'hui le plus grand propriétaire foncier aux États-Unis. C'est-à-dire qu'il a transformé ses excédents de dollars en terres aux États-Unis. Bon, après... tu te dis, au moins les États-Unis, ils ont des terres agricoles extrêmement riches, tu pourras toujours vendre de la bouffe. Oui, il y a du maïs, il y a du blé. Il y a du maïs, il y a du blé, il y a du soja, il y a du sorgho, il y a tout ça. On en a parlé de la guerre sur le blé quand même. C'est quand même aussi une question, ça. C'est quand même une question, mais donc, le problème, c'est qu'on a créé un système instable qui désindustrialisait les États-Unis. Et ayant créé un système instable, on se retrouve avec une masse de dollars considérable à l'extérieur, qui pour l'instant est bloquée dans le pétrole. Mais s'ils n'ont plus besoin de dollars pour acheter leur pétrole, qu'est-ce qu'ils vont devenir ? C'est une bonne question. Alors, Sabine Retou a une question pour toi. Bonjour tout le monde. Vous dites toujours que l'État ne doit pas mettre ses gros doigts velus dans la fixation des prix. En effet, on le dit toujours. Et poilu. Mais c'est ce qu'il fait avec le bouclier tarifaire pour le gaz et l'électricité. Il faut en penser quoi ? Comment cela va-t-il finir ? Je pense à mon très humble niveau que cela va finir mal, évidemment. Je vous remercie pour vos émissions et caresse au roi DAF Ier. Ah où il est ? Il est juste derrière ton fauteuil. Il médite. Il médite. Il trouve que... Pour un jeudi matin... C'est dur. Alors, la question est très intéressante. Vous prenez des pays comme l'Égypte, la Libye, enfin des pays comme ça, ou la Tunisie, ils importent beaucoup de nourriture, de blé. Alors quand le prix du blé monte, en général, ça déclenche des émeutes. Donc ce qu'ils font, c'est qu'ils bloquent le prix du blé en Tunisie, pour que les gens ne se révoltent pas. Ils continuent à l'acheter à un prix qui monte, et la différence, c'est le déficit budgétaire, le déficit extérieur. Ouais. Et puis, quand ils n'ont plus de réserve de change, en général, on se met à pendre haut et court le dirigeant en question, qui en général prend l'avion rapidement pour l'Arabie Saoudite ou je ne sais pas où. Et le prix du blé monte fortement et la population prend plein la gueule. Donc tout le monde sait que c'est une solution imbécile. Mais le bouclier... tarifaire ? C'est exactement ça. On remplaçait le blé en Tunisie par le gaz en France ou je sais pas quoi. C'est exactement ça. Donc, on est gouverné par des crétins. Mais tu vois, c'est drôle parce que je parlais avec mon coiffeur hier, alors je lui disais, voilà, en Angleterre, je vois mes filles, les prix ont pris 15-20%, les loyers, tout ça. Elle me disait, oui, nous, on a de la chance quand même d'être protégés grâce au bouclier tarifaire. Donc, pour les gens... Oui, jusqu'au moment où le bouclier tarifaire, c'est encore une fois... Oui, mais les gens ne voient pas ça. On est protégé par la ligne Maginot. Oui, c'est ça, mais les gens ne voient pas que, en fait, de toute façon, l'État ne crée pas d'argent magique, n'est-ce pas ? Donc, ça n'est qu'un impôt différé. Et que cette soi-disant protection, en fait, est un leurre, c'est un truc pour jusqu'aux élections prochaines. C'est une imbécilité, mais les gens adorent l'idée que l'État les protège. Quand est-ce qu'ils comprendront que l'État ne les protège pas, mais les pille ? Voilà. Donc ça, c'est quand même aussi une véritable question. Alors, j'ai pas mal de questions qui vont arriver sur l'Asie. Alors, Je vais commencer par la Chine. En Chine, il se passe des choses. Donc, Roméo Dip te demande, je suis étudiant en économie et je vous remercie pour votre travail. Pouvez-vous aborder le sujet des différentes crises que subit actuellement la Chine, immobilier, crise interne, crise politique ? Alors, donc, c'est un peu sujet libre sur la Chine. Sujet libre. Prenez une feuille, je ramasse dans 45 minutes. Voilà. Alors, la Chine, il y a plusieurs choses qui se passent. D'abord, vous avez un bouleversement politique.
vous savez, la Chine a toujours été un empire centralisé. Puis il y avait un empereur au milieu, là. Et le drame de la Chine, ça a toujours été l'empereur fou. Mm-hmm. Parce qu'ils ont quand même 2000 ou 3000 ans d'histoire, donc ils savent un peu, ils en ont eu un paquet d'empereurs fous. Hein. Le dernier, c'était Mao, qui se met à tuer la population, qui est fou comme un lapin. Bon, c'est terrible. Donc ils avaient monté un système qui était intéressant, c'est que il y avait à peu près 10 personnes qui étaient élues par le Parti communiste. Je crois qu'il y a un Chinois sur 10, ou je ne sais pas quoi, qui est au Parti communiste. Donc c'est une vraie... Ça monte comme ça, doucement. Ça se réunit tous les 5 ans. Donc c'est un truc qui est... Et puis ça monte. Et à la fin, vous avez 10 gars qui sont élus, et ils se débrouillaient pour qu'il y ait toujours 2 ou 3 factions dans les 10 gars, de façon à ce qu'il y ait... Bon, personne ne prenne le pouvoir, qu'on n'ait pas l'empereur fou. Là, Xi, qui a été élu, lui, il y a 10 ans maintenant, il a manœuvré depuis 10 ans pour éliminer tous ceux qui n'étaient pas tous les autres gars. Et il se retrouve qu'avec des gens autour de lui, et ils avaient fait passer une loi il y a bien longtemps, enfin un règlement, que personne ne pouvait être empereur plus de 2 fois 5 ans. Et là, lui, il a dit que si lui il pouvait. Mais tu sais, je rigole, mais je crois que c'est un peu ce que Macron compte nous faire avec la Constitution. La prochaine fois, en nous disant... Oui, c'est 2 mandats, mais en fait, moi, je vais pouvoir parce que... Ou alors, il va mettre le maire comme président en attendant, puis il fera le même coup que Poutine, quoi. Il reviendra après. Qu'Obama. Qu'Obama qui a mis Biden et qui gouverne, en fait. Bon, mais enfin, ça, c'est des méchancetés. Mais donc, la première réponse, c'est que il y a eu une crise politique. Aujourd'hui, la réalité, c'est que la Chine est redevenue un État où la possibilité d'un empereur fou est réel. Tu vois ce que je veux dire? C'est que moi, j'ai remarqué que les gens qui étaient au pouvoir, en général, les 10 premières années, ça allait à peu près, comme Mme Thatcher, puis après, ils pètent un plomb parce qu'ils se croient tout puissants, quoi. Ils se prennent pour Dieu. Donc, c'est pas par hasard que les Chinois ont choisi 10 ans. C'était la grande histoire de Mme Thatcher, quand elle était devenue grand-mère, oui. Son fils, je ne sais plus, avait eu un enfant, son fils, elle était sortie, elle avait dit, ce qui avait choqué toute l'Angleterre, « We are grandmother ». Et personne ne peut employer le oui de majesté à part la reine. Sauf la reine, maintenant le roi. Oui, mais elle n'est pas la reine. Ah ben tout à fait. Mais il y avait une autre histoire qu'on racontait en Angleterre quand tu étais beaucoup plus jeune. C'est que Mme Thatcher va dîner avec tout son cabinet. Et le chef le serveur lui demande « Madame le Premier ministre, qu'est-ce que vous prendrez ?» Moi, je prendrais de la viande rouge. Et les vegetables, elle dit les vegetables, ils prendront de la viande rouge aussi. Donc elle n'avait pas un énorme respect pour son cabinet, si tu vois ce que je veux dire. Il était 30 ans débarrassé. C'est un peu ce qui se passe en Chine, c'est-à-dire il y a Xi et puis il y a les vegetables. Bon, ça c'est la première des choses. Ensuite, la deuxième des choses, c'est que la Chine a connu dans les 40-50 dernières années quelque chose qui ne s'était jamais passé dans l'histoire. C'est-à-dire qu'on est littéralement passé du Moyen-Âge à une société extraordinairement développée en l'espace de 40 ans. J'ai souvent raconté ici que la première fois que je suis allé en Canton, il y avait un hôtel qui avait 4 étages qui datait de 1900 De 1900, oui, avant. J'étais au dernier étage, dans une petite chambre, j'ouvre la fenêtre, à 10h du soir, ça faisait un bruit terrible parce que les Chinois sont bruyants. Ils gueulent. Ils gueulent, et puis il y a plein de trucs qui se passent pendant la nuit. La nuit, on ne s'arrête pas de travailler. C'est pas... Et donc il y avait un bruit pas possible, et il n'y avait pas de lumière. C'est-à-dire qu'à Canton, quand j'avais donc 35 ou 40 ans, il n'y avait pas d'électricité. Maintenant, on va à Canton, c'est Las Vegas, quoi. C'est des avenues, des lumières partout, Donc il a fallu bâtir, je dis peut-être une bêtise, je m'en souviens plus très bien, mais il a fallu bâtir, et en même temps, ils étaient un peuple agricole, 1,4 milliard, et il fallait prendre toute une partie de ces gens, les amener des campagnes dans les villes pour venir développer tout ça, travailler dans l'industrie, etc. Donc si mes souvenirs sont exacts, mais il faudrait que je vérifie, il a fallu bâtir pendant 20 ans à peu près 20 millions de maisons, d'appartements par an. Ils se sont un peu trop expand parce que tous les histoires de Evergreen. Tu me fais rigoler, mais quand tu fais 20 millions de maisons par an, tu sais pas si l'année prochaine tu vas en avoir 10 millions, 19 millions, 21 millions. Donc bien sûr, il y avait toujours. Quand je suis arrivé pour la première fois à Pékin, tout le monde était en vélo et il y avait. Ils étaient en train de faire le deuxième périphérique. Oui. Il y avait un premier périphérique.
Puis il y en faisait un qui était 5 ou 10 km, et puis bon, maintenant ils en sont au 6e ou 7e, je crois. Pékin est la taille de la Belgique, c'est pour te donner une idée. Et il n'y avait absolument personne sur le périphérique. Et je me disais, mais le deuxième. Et je me suis dit, mais pourquoi ils font un deuxième périphérique? Oui, mais tu revenais 5 ans après, il y avait des embouteillages de voitures partout, y compris sur le deuxième. Donc ils étaient au 3e ou 4e ou 5e. Ça, c'est quelque chose que je reproche un peu à Paris, c'est-à-dire, on voit ça avec les RER et les métros et ainsi de suite, c'est-à-dire qu'on est resté sur des infrastructures sans prendre en compte justement la croissance que devenait le changement de l'habitat, la proche périphérie. Et du coup, effectivement, tous les RER sont sursaturés parce qu'on n'a pas anticipé ce développement qui aurait dû être fait dans les années 70. Qui aurait dû être fait dans les années 70 et 80. Ça n'est pas une fois qu'on a une population blindée qui était très anticipable, puisqu'on était en train de faire des logements. Donc on ne peut pas à la fois ne pas développer ces choses communes et dire aux gens, arrêtez de prendre votre voiture. Il faut quand même avoir une constance dans la réflexion. Les Chinois, ils ont fait ça. Donc le problème, c'est que si tu bâtis 20 millions de logements par jour, c'est-à-dire que par exemple, les Chinois, je crois, en une année, produisaient plus de ciment que les États-Unis depuis la création des États-Unis, tu vois. Donc, d'un seul coup, ils ont rattrapé un siècle de retard. Et donc, tu surdimensionnes, parce que si tu as besoin d'acier pour faire 20 millions de maisons, et que tu n'as pas les hauts fourneaux, il faut aussi que tu bâtisses les hauts fourneaux pour faire l'acier pour les hauts fourneaux. Tu vois ce que je veux dire? Donc, grosso modo, tu te retrouves avec un système de production qui est extraordinairement trop large. Si tu admets qu'aujourd'hui, avec la population qui commence à baisser, ils ont le nombre de maisons qu'il faut, mais ils ont encore ce système absolument monstrueux qu'il faut faire dépérir doucement, tu vois, sans le... Oui, il faut pas l'imploser, il faut le décroître. Comme quand tu changes le disque sur une platine, il faut descendre la musique et faire monter l'autre. Voilà, c'est ça. Et c'est exactement ce qui se passe. Donc ça, en principe, c'est souvent le moment où tous les États émergents se pètent la gueule, parce que le groupe qui contrôle l'immobilier devient le groupe qui est le plus puissant, parce que c'est lui qui embauche le plus de gens, etc. Et à ce moment-là, il faut lui dire, les gars, c'est fini, la fête est finie, maintenant on va passer à autre chose, on va développer des hôpitaux, des crèches, ou je sais pas quoi, mais l'immobilier, c'est fini. Et donc, c'est un peu ce qui se passe en Chine, et donc ils sont en train de dire, et tout le monde dit, mais stimuler l'immobilier, mais il ne sert à rien d'immobilier à l'arrivée, s'il n'y a pas de demande finale. Donc, quelles sont les courbes de prospection de natalité en Chine? Elles sont très mauvaises. Là, aujourd'hui, c'était à cause de la politique qu'avait fait cet animal de Mao, de l'enfant unique. Oui. Et donc, aujourd'hui, on arrive, pour la première fois, ce que les gens n'ont pas bien compris, c'est qu'en Chine, de 1980 à peu près à 2015, ce qui était long, il fallait trouver du boulot pour à peu près 30 millions de personnes de plus par an. Donc l'énergie des gouvernements tendait vers ça. Tendait vers ça. Mais maintenant, avec la population qui baisse, je crois qu'ils en ont 3 ou 4 millions de moins par an. Tu vois, à la place d'avoir plus 30, on a moins 4. Donc c'est plus du tout le truc des gouvernements, c'est plus du tout l'emploi. C'est autre chose. Et donc, ils sont en train de changer de priorité, et d'habitude dans un pays... Mais ça prend du temps pour changer les mentalités aussi. D'abord, ça prend du temps, et puis ensuite, il faut liquider tous les groupes qui bénéficiaient de ça, qui parfois étaient très importants dans l'État. Et dans la plupart... C'est le moment où beaucoup d'États et des pays émergents, en général, ratent la transition vers la deuxième étape, parce qu'ils restent avec une industrie immobilière surdimensionnée, une industrie trop d'acier, trop d'aluminium, etc. Donc il faut, et en général, pour arriver à faire cette transition, on a plutôt besoin d'un État alors, fort. Quid des obligations chinoises d'État que tu recommandais dans le temps, parce que je les ai vues cette semaine, elles n'étaient pas... Si, ça fait un très mauvais effet, parce que tout le monde s'est dit, ça y est, ça devient un État... Un empereur fou, comme tu disais. Un empereur fou, mais d'abord, il n'est pas certain qu'il devienne fou, il y a parfois des empereurs qui ont été compétents. Tout en étant très autoritaire. Et ce que je sais, c'est en tout cas l'empereur fou qui veut assurer la sécurité de la Chine. C'est-à-dire que maintenant, le nouveau truc, le mot, c'est la sécurité. C'est plus la commande prospérité, c'est la sécurité. Avec ce qui se passe au niveau mondial et la Russie à côté, la Russie qu'on attaque, je comprends que la question soit sur la table. Je ne leur jette pas la pierre. L'analyse que je fais, c'est que je me dis, en tout état de cause, la Chine reste avec des excédents des comptes courants monstrueux, des réserves de change monstrueuses, un désir de remplacer le dollar partout en Asie, pas par le yuan, mais de faire sortir le dollar du système. Dédollariser le système.
Je pense pas qu'ils puissent se permettre d'avoir une monnaie qui se ratatine. Au contraire, tous les soins du gouvernement vont être d'avoir une monnaie forte. Donc je me dis, moi j'ai jamais recommandé les actions chinoises, qui sont bien pétées la gueule d'ailleurs, mais je me dis, je pense que les obligations chinoises, ça reste, parce que c'est une façon de jouer justement la dictature en Chine. C'est horrible ce que je dis, hein, mais je dis simplement, une dictature en Chine, elle ne va pas s'amuser à laisser filer sa monnaie, puisqu'elle n'a pas besoin de créer des emplois. Et deuxièmement, parce que c'est une perte de face monstrueuse vis-à-vis de la population. Donc elle va plutôt avoir une monnaie forte qu'une monnaie faible, me semble-t-il. Mais est-ce que tu crois... alors, elle pourrait décider d'avoir une monnaie un peu plus faible, comme a fait l'Asie souvent, pour relancer des exportations, mais a-t-elle besoin de ça à ce stade? C'est encore trop faux. Et plus elle relance les exportations, plus elle devient dépendante des États-Unis. Et des États-Unis, parce qu'ils ont besoin de vendre. Et donc, eux, ce qu'ils voudraient, c'est probablement vendre beaucoup plus aux pays adjacents et beaucoup moins aux États-Unis. Et dans des monnaies qu'ils contrôlent. Dans les monnaies. Enfin, en tout cas, ne sont pas considérées par en dollars. Donc, il y a eu un très grand changement en Chine. Il y a plusieurs crises en Chine, mais ces crises sont peut-être le signe d'un passage d'une croissance à tout prix à autre chose. La croissance à tout prix en Chine, c'est fini. Autre chose, on ne sait pas très bien. Mais je ne crois pas qu'ils puissent faire cette autre chose avec une monnaie faible. Je comprends. Voilà. Alors, on va rester sur la Chine avec une question de Geoffroy Pérez qui s'insère bien dedans. Bonjour Charles, merci pour toutes vos analyses extrêmement pertinentes. Ma question est la suivante. En cas de conflit ouvert entre les USA, l'OTAN et la Fédération de Russie, de quelle manière devraient réagir les marchés asiatiques et la Chine pourrait-elle entrer en guerre ? Si la Russie venait à perdre, on va très loin, la Chine se retrouvait dangereusement isolée sur le continent eurasiatique. Oui, d'abord, je ne crois pas, si vous voulez. Je sais bien qu'il y a toute une série de généraux de salon en France qui nous expliquent que la Russie va perdre. Bon, on verra. Mais je ne crois pas une seconde. Je crois que l'étape suivante, ça va être au début dans cette guerre. La Russie y est allée avec un peu les mains liées dans le dos parce que c'était des frères slaves en quelque sorte. Et donc ils n'ont pas détruit les infrastructures de l'Ukraine. Et puis quand l'Ukraine a commencé à essayer de détruire les infrastructures de la Russie, en Crimée, et puis ils se sont dit il faut qu'on enlève les gants, quoi, parce que ils se sont mis à taper, ils sont en train de raser l'infrastructure ukrainienne, donc il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus rien. Donc je ne vois pas comment... Par contre, ce qui me fait tout à fait peur, je l'ai déjà signalé je crois, mais c'est que la 101e division aéroportée américaine, qui est un peu l'équivalent de ce qui se fait de mieux aux États-Unis, c'est elle qui s'est battue pendant la Deuxième Guerre mondiale et elle n'avait pas été en dehors des États-Unis depuis la Deuxième Guerre mondiale. Les Américains viennent de l'envoyer en Roumanie, avec tous les équipements, etc. Donc, je suis terrifié, qui est à 7 ou 8 km de la frontière de l'Ukraine. Si cette mettons que c'est quelques types de cette division, 7 km de trop et rentrent en Ukraine, les Russes vont leur taper dessus. Donc j'ai peur. Une escalade de la violence. J'ai peur. C'est les Américains qui ont l'air de tout faire pour monter aux extrêmes, pour que finalement que ça devienne un conflit entre la Russie et les États-Unis. Et puis en plus, les Russes ont les moyens de pister. Le mec qui sort du baraquement pour les faire pipi, on le voit Poutine est au courant, quoi. Oui, tout à fait. Donc, moi, ce qui me terrifie là-dedans, c'est pas l'issue du conflit, c'est comme je suis persuadé que l'Ukraine va se faire ratatiner, eh bien, j'ai peur qu'à ce moment-là, les États-Unis s'engagent directement. Encore plus. Envoie des troupes à eux. Non, parce que pour l'instant, il y a un soutien financier quand même monstrueux et militaire des États-Unis et au niveau européen de von der Leyen, sans que les États nationaux soient consultés. Ouais, alors, on peut souhaiter, encore une fois, soutenir l'Ukraine en ce que la population civile, effectivement, c'est toujours un drame pour elle. Mais toutefois, je pense qu'au niveau souverainiste, de nos souverainetés, poser la question au peuple français de ce qu'on veut faire de notre bon argent qu'on donne à l'Europe aurait pu
pu être légitime. Est-ce qu'on veut rentrer dans une guerre ? Et est-ce que cette compétence relève de Mme von der Leyen ? Bien sûr que non, jamais dans les traités. Donc, encore une fois, il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment. Et les États-Unis, qui savent qu'ils sont en train de perdre, qui font dire le contraire à leurs journaux habituels ou à TF1, mais enfin, ça n'a aucune importance parce que... Personne ne les regarde. Personne ne les regarde, personne ne les écoute et personne ne les croit. Alors, on sait qu'ils mentent, ils savent qu'ils nous mentent. Ils savent qu'ils nous mentent, on sait qu'ils nous mentent, etc. Bon, voilà. donc la réalité, c'est ça, c'est que j'ai peur que cet État profond américain... Le vrai danger, c'est le suivant, c'est-à-dire que la Russie ne peut pas perdre, et les États-Unis ne peuvent pas perdre. Parce que si les États-Unis perdent, ils ont déjà perdu en Irak, en Syrie, en Afghanistan, ils ont perdu partout. Alors maintenant, s'ils perdent, les gens vont se dire, mais à quoi ça sert l'OTAN ? Moi, je me demande toujours à quoi sert l'OTAN. Exactement. Je vois pas pourquoi on n'a pas foutu en l'air l'OTAN en 1990, ça aurait été une bonne idée. Historiquement, je comprends bien à quoi servait l'OTAN. Ça a servi dans le temps. Dans le temps, hein. Mais aujourd'hui, à quoi sert l'OTAN ? Je ne comprends pas qui a décidé, il y a environ 15 ans aux États-Unis, que la Russie était un ennemi. En plus. Je sais pas, on a décidé d'un seul coup ? Et alors, si pour les États-Unis, la Russie peut être un ennemi en raison de sa taille, économiquement, stratégiquement, historiquement, en tout cas, nous, Europe, encore une fois, si tu te places dans une vision gaulliste ou gaullienne, de se dire, c'est jusqu'à l'ouest de l'Oural, hein, qu'on était censé... Et ce qui valait, c'est qu'elle va monter un système qui allait jusqu'à Vladivostok, là-bas au fond. Mais bien sûr. Et puis, comme ça, on aurait été le bras industriel, financier, intellectuel, etc., de cet immense territoire. Qui, à terme, aurait pu aussi s'ouvrir vers la Chine. C'est-à-dire, c'est notre continent. C'est notre continent. Donc, ce qui s'est passé, c'est que les États-Unis ont décidé que pour empêcher ça à tout prix, il fallait que la Russie soit l'ennemi. Et donc, on gardait l'OTAN, on mettait les gens dans l'OTAN, et nous, on n'avait plus rien à dire. Bon, ben voilà, c'est-à-dire qu'on est devenus des colonies. Ouais. Alors, je vais ouvrir un petit peu avec une question de Nizar, mais enfin, ça reste quand même Asie, entre guillemets. C'est toujours un plaisir de vous écouter. Vous parlez peu des pays du Golfe, Dubaï, Émirats, Arabie Saoudite. À moyen terme, que pensez-vous de la fiabilité de leur monnaie, liée de manière fixe au dollar ? Y a-t-il des risques de décorrélation, ou est-ce un endroit où placer notre épargne à plus long terme avec les dynamiques mondiales ? Trouvez-vous que ce soit des régions d'avenir ? Merci encore. Alors, c'est une question... On parle, c'est vrai, effectivement, rarement de l'Arabie Saoudite ou des Émirats. Bien sûr. Parce que c'était là aussi des protectorats, etc. Bon. Alors, c'est important ce qui se passe là-bas. Et je vais être obligé de passer par des anecdotes parce que on a beaucoup de contacts là-bas. Parce que, vous savez, l'Abu Dhabi, beaucoup d'argent qui est géré là-bas, il y a des excédents absolument monstrueux, donc on a beaucoup de contacts, et on a beaucoup de gens avec qui on parle. C'est-à-dire que Charles n'est pas simplement, il faut le savoir, tu n'es pas simplement un espion de la Chine, tu es aussi un espion des Émirats. Voilà, des Émirats ou de l'Arabie Saoudite. Ou de l'Arabie Saoudite, voilà. Bon. Tu es multitask, en fait. En fait... Si quelqu'un a assez d'argent, je suis prêt à t'acheter tout de suite. C'est terrible, il faut le dire les choses telles qu'elles sont. Ça, c'est financier, c'est des ordures. Les vieux dinosaures. Tout le monde sait ça. Les financiers, c'est quand même les premiers qu'il faut supprimer, quoi. Alors, d'ailleurs, je m'attends toujours à être le premier dans le camp de concentration. J'inaugurerai le nouveau camp de concentration. Là aussi, les gens peuvent boire un shot. Donc, grosso modo, la réponse est, il se passe un phénomène dans les pays du Golfe, qui est difficilement mesurable, mais qui est patent, c'est qu'ils se mettent à détester les États-Unis. C'est un truc nouveau. C'est-à-dire que pour eux, c'était le grand frère qui les protégeait, il n'y avait pas de problème. Mais avec la façon dont ils ont quitté l'Afghanistan, dont ils ont traité la Syrie, dont ils ont traité le Liban, dont ils ont traité... Il y a une espèce maintenant de... Ils disent que ce ne sont pas des gens fiables. Ils ne sont pas des gens fiables. Donc, autrefois, c'était ceux qui leur permettaient de... Parce qu'il était d'usage aux Émirats arabes d'envoyer ses enfants, un petit peu pour les gens qui avaient des pépettes, dans les collèges anglais et ensuite à Brown. Voilà, c'est ça. Tu vois, et il y avait une espèce... La monnaie dominante, la monnaie de réserve, doit toujours être aussi le pays dominant intellectuellement. Oui. Et
financièrement bien sûr, mais intellectuellement aussi, donc pour que les élites des pays vassaux, en quelque sorte, soient élevées dans les meilleures universités du... c'est ce que faisait Rome très bien, en général, en prenant les premiers-nés, et puis ils allaient à l'école à Rome, et puis revenaient, puis ensuite c'est comme ça... Ils restaient chez l'empereur, et puis tout, puis ils devenaient copains. Eh bien ça, ils détestent violemment l'évolution des États-Unis vers un système woke, vers un système... ils trouvent qu'ils sont complètement fous. On peut se poser la question. Et donc, là, vis-à-vis de ces populations qui ont quand même une espèce de civilisation très conservatrice, très un homme est un homme, une femme est une femme, etc. Puis avec le rôle de la famille, avec le rôle du père, on est quand même dans un certain patriarcat. Absolument. Donc là, il y a une espèce de... respect des traditions. Voilà, il y a une espèce de dégoût qui est en train de naître au Moyen-Orient pour les États-Unis. Et surtout qu'ils sont perçus comme abandonnant le christianisme. Oui, donc en plus sans foi. Sans foi, c'est-à-dire ils deviennent des... Il ne faut pas oublier que ne pas croire en Dieu, c'est passible de la peine de mort dans les pays arabes. Hein. Donc il y a un vrai choc civilisationnel qui est en train de se produire entre ce que sont devenus les États-Unis et ce que sont restés les pays musulmans. Et ça, je crois que c'est beaucoup plus important que n'importe quel flux de capitaux. Mais il y a un autre phénomène qui se passe, c'est que tous les musulmans, les Arabes, là, se sont rendus compte que s'ils avaient de l'argent à Londres, à Paris, dans des immeubles, n'importe quoi, et qu'il y avait une révolution chez eux, ou que les Américains décidaient qu'ils sentaient des pieds, on leur pique leur pognon, ils n'ont aucune sécurité juridique. Donc il y a une grosse partie, c'est ce que me disait le patron de Goldman Sachs pour le Moyen-Orient là-bas, il disait, c'est très intéressant parce qu'on ferme un nombre de comptes inouïs à Zurich, Paris, Londres, etc., et on les ouvre à Singapour, au Qatar, donc déjà... Ah ben là, le traitement des Russes sur les territoires européens a dû envoyer un message très fort. Ah ben ça, ils ont tous compris. C'est pour ça que nos marchés obligataires se sont effondrés, puisque plus personne ne voulait en acheter. Mais par contre, les marchés obligataires des pays émergents, du style l'Indonésie et tout, c'est resté bien là-haut, tranquille, sans que ça bouge. Donc il y a cette espèce de scission du monde en deux est en train de se produire. Et donc ceux qui investissaient leurs excédents d'épargne chez nous parce qu'on leur offrait la sécurité juridique, c'est fini. Donc pour répondre à la question, il faut bien se rendre compte que peut-être si on est français, on a une sécurité juridique en France, et encore, c'est pas tellement, mais en tout cas si on est non français, si vous croyez que c'est à vous, vous vous trompez. Ça, on peut vous le piquer. Regardez ce qu'on a fait aux réserves de change risque, pouf, on leur a piqué sans rien dire. Et puis le type qui avait un club de football à Londres, là, Chelsea, on lui a piqué son club alors qu'il vivait en dehors de Russie depuis 30 ans. Quoi. Oui, et qu'il avait un accès local et qu'il avait zéro, j'imagine, contact avec les gouvernements. Oui, il n'avait rien à voir avec Poutine. Enfin, pas plus que les 3/4 des chefs d'orchestre dont on a empêché de jouer Rachmaninov parce que le type dit mais je suis chef d'orchestre. Ah bah oui, mais Tchekhov, ça n'a plus être possible. En fait, tu dis, Dostoïevski, on n'enseigne plus. Non, mais... Donc, si vous voulez, on arrive à des niveaux de bêtises dans nos pays où on scie la branche sur laquelle on était assis, quoi, avec beaucoup de... Ouais, avec une détermination absolument sans faille. Alors, on continue dans les pays adjacents. Archix te demande, ma question est sur la Turquie. Est-ce que finalement le pari de Erdogan par rapport à la dévaluation de la lire est en train de porter ses fruits? Et est-ce que c'est encore de bon ton d'y investir en tant qu'Européen? Alors... Ça, c'est vraiment un coup, vous savez, c'est le coup du billard à 3 bandes. La Turquie, ils étaient partis pour pour partir en fumée, quoi. C'était n'importe quoi. Ah bah oui, Et puis alors, le coup de la Russie et de l'Ukraine, d'un seul coup, c'est eux qui se retrouvent les grands gagnants. Parce que, toutes les transactions, maintenant, eux, ils font plein de transactions avec la Russie. Oui, historiquement. Historiquement, bien sûr. Et puis ils s'en foutent. Ils sont pas fâchés. Ils ont plein de gaz qui arrivent de Russie, qui passent par ces jeux, qui arrivent en Europe. Bon, et donc, si vous voulez acheter quelque chose en Russie ou vendre quelque chose à la Russie, vous passez par la Turquie. C'est-à-dire que le bazar, c'est-à-dire le milieu d'affaires, il est en train de faire des très gros profits
Très mal, les profits. Je rappelle qu'on a dit tout à l'heure, un Berck. Il faut travailler pour la gloire. Hein. Voilà. Donc, sans salaire, se réveiller le matin. Et alors, c'était formidable parce que je regardais une émission cette semaine et il y avait une économiste du CNRS, je ne sais pas quoi, qui disait que la notion même de profit... en fait, les capitalistes n'avaient jamais été à la base de grandes recherches dans le monde. Qu'ils n'avaient jamais rien découvert. Hein. Donc, je veux bien, mais tu as envie de dire, mais même des gens, je ne sais pas, comme Pasteur ou ainsi de suite, ma fille, encore une fois, qui est chimiste, biologiste, ils peuvent faire des recherches parce que des horribles capitalistes en amont financent des labos. Hein. C'est pas tout seul dans ta cave. Il n'y a jamais eu de découverte ailleurs que dans des pays capitalistes. Il y a eu 75 ou 80 ans de socialisme pur et dur en Union soviétique. Ils n'ont rien trouvé. Rien. Non, mais c'est toujours pareil. Quand tu passes... Pour découvrir, il faut être libre. Quand tu passes déjà en plus 90% de ton temps à essayer de te demander quel va être ton repas d'après et te dire peut-être que dans le petit jardin qu'on m'a laissé, je vais pouvoir mettre 3 topinambours, ta journée est un peu construite au-dessus de ça. En plus, si tu n'as pas de modèle d'intéressement, tu te dis je mets mes heures, puis je me casse. Je rentre chez moi, je vais voir ma femme. Pourquoi rester, faire du rab et ainsi de suite ? Et pourquoi ? Et surtout, tu n'es pas libre de chercher dans des endroits où personne n'est allé voir avant, parce qu'il y a ton professeur qui t'en empêche, parce que c'est... Bon, mais on va pas revenir là-dessus. Oui, donc on était sur la Turquie. On était sur la Turquie. La Turquie se retrouve dans une situation merveilleuse, où d'un seul coup, ils sont à la croisée des chemins. Et alors, tout le monde vous parle, vous regardez la carte de la Russie, tout le monde vous parle de l'axe Chine-Moscou. Vous voyez, l'espèce de... Bon, très bien. Mais ce que les gens ne vous disent pas, c'est qu'il y a un deuxième axe sur lequel les Russes travaillent en ce moment, c'est l'axe qui passe de la Russie à la Turquie, à l'Iran, au Pakistan et à l'Inde. Et donc, ça a toujours été le rêve de la Russie, c'était de se joindre à l'Inde. Parce que c'est là où il y avait besoin de matières premières, etc. Et tout l'effort des Anglais, quand ils contrôlaient les Indes, c'était d'empêcher la Russie d'arriver à l'Inde. C'était ce qu'on appelait the great game, le grand jeu. Tout le monde s'est mis sur la gueule dans ces frontières, là, Michel Strogoff et tout. Ça a été très... Donc là, les Russes voient ça comme une... Donc s'ils réussissent à faire cette espèce d'axe qui descend vers l'Inde, à ce moment-là, ils se retrouvent contrôlant les matières premières et l'énergie pour le pays qui a le plus d'habitants au monde, qui est maintenant l'Inde, le Pakistan à côté, l'Iran. Il faut savoir, les gens savent peu de choses, mais il faut savoir que l'Iran, quel est le pays qui a le plus vieil État au monde, qui a été... c'est l'Iran. Ça fait 5000 ans, les premiers empereurs perses, il y a 5000 ans, c'était les premiers avant même les Chinois. Donc l'Iran est une réalité historique qui n'est pas prête de disparaître. Bon, ils ont des fous en ce moment, mais ça s'en ira un jour. Et donc, s'ils réussissent à faire cette espèce d'axe comme ça, et qu'ils ont l'axe avec la Chine, nous, en Europe, on est complètement exotés. À quoi on sert ? Donc, et l'endroit où, dans le fond, les deux axes se rejoignent, c'est la Turquie. Ça part de là, ça part de l'autre. Donc, oui, si quelqu'un a du courage, des connaissances et tout, aller investir un peu en Turquie, tiens donc, pourquoi pas. J'ai vu qu'ils avaient, tu sais que normalement, c'était soumis à des visas de travail. Ils ont dit cette semaine qu'en Turquie, finalement, on pouvait venir travailler en tant qu'Européen chez nous sans problème. Ce qui n'est pas complètement idiot, parce que si tu te retrouves et que tu veux commercer avec la Russie, si c'était habituellement... Ou si tu veux commercer avec l'Iran, ou si tu veux aller vers l'Inde, etc. Donc tu te retrouves... Je dis toujours ça en rigolant, parce que j'ai découvert qu'au 3e ou 4e siècle de notre ère, l'immobilier le plus cher du monde était où ? À Trébizonde. Alors Trébizonde, ça ne dit rien aux gens, mais Trébizonde, c'est au bout de la Turquie, c'est au départ des caravanes, justement, vers l'Inde et vers la Chine. C'était l'immobilier, c'était une ville grecque d'ailleurs, qui était superbe, etc. Donc, acheter de l'immobilier à Trébizonde, c'est peut-être une bonne idée aujourd'hui, parce qu'elle existe toujours, c'est une ville ravissante. Hein. Ah oui ? Mais ancienne grecque et tout. Oui, mais à partir du moment où il y avait les trains et les bateaux, on n'avait plus besoin de Trébizonde. Mais c'était l'immobilier le plus cher, donc dans 100 ans, ça doit être l'immobilier le plus cher du monde, pour ce que j'en sais. Si on fait une nouvelle route de la soie, ça va.
Bonjour Charles. Alors attention, là, on part sur le Japon, mais on est parti. Allons-y. Allons-y. 55, bon écoute. Bonjour Charles. Le yen est en chute libre et tous les médias japonais s'affolent du taux de change US$-yen qui vient de passer à presque 150 yens pour $1. Je sais que Charles, si mes souvenirs sont bons, avait joué au printemps sur une simple irrégularité de marché et donc joué le yen à la hausse. Mais j'ai l'impression que cette tendance de fond pourrait aboutir à un niveau d'équilibre différent pour revenir à un yen plus faible, voire même du temps d'avant les accords de Plaza qui avaient passé de 250 à 150 yens pour $1 et créé la fameuse bulle japonaise. Donc, la fourmi japonaise serait-elle sur le déclin, comme nous autres Européens, ou le marché est tout simplement en train de rééquilibrer les choses? J'aurais voulu avoir votre avis extérieur en tant que sage. Oui, sur le yen, il se passe un phénomène. Vous avez une politique monétaire de la Banque centrale américaine qui est aujourd'hui de resserrer et de faire monter les taux. Bon, ça on a tous compris. Et la politique de la Banque centrale japonaise, c'est d'empêcher les taux de monter. Oui, donc forcément, il y a un clash des titans. Au fur et à mesure que les taux américains montent, il devient de plus en plus rentable d'emprunter des yens pour acheter des dollars et de se couvrir sur le marché à terme, comme ça, mais vous touchez. Donc ce qui se passe aujourd'hui, c'est que le yen baisse parce qu'il y a une contradiction extraordinaire entre les politiques monétaires des deux banques centrales. Mais l'avantage pour les Japonais, c'est que si vous faites une courbe où vous mettez les profits des sociétés japonaises, autres que les banques, profits des sociétés industrielles, et le yen, plus le yen baisse, plus les profits montent. Bah oui, c'est le principe quand ta monnaie est basse, t'exportes. Voilà, donc aujourd'hui, les profits des sociétés japonaises vont exploser. Et ce qu'il y a de marrant, c'est que le marché japonais, exprimé en yen, a quasiment pas baissé. Quand il est exprimé en dollars. Il a baissé parce qu'il était exprimé en dollars. Pourquoi il n'a pas baissé? Nous, notre marché a baissé, exprimé en monnaie locale, mais pas le marché japonais parce qu'ils vont gagner tellement d'argent. Donc pour ceux qui veulent jouer le yen, acheter des sociétés japonaises exportatrices. Moi, je considère, et même leur recommandation que j'avais fait à l'époque, on a perdu un petit peu d'argent. Il y a l'autre qui fait l'andouille là. Donc, oui, il est en train de nous dire que ça va faire 1 heure. Hein. Ouais. Donc, grosso modo, c'est ça, c'est que ce que j'avais pas prévu du tout, c'était qu'il y allait avoir cette contradiction totale. Moi, je pensais que les Japonais allaient abandonner leur tentative pour empêcher les taux de monter. Bon, ils allaient dire, on va retourner à des taux de marché, donc à ce moment-là, et puis rien du tout, ils veulent maintenir les taux à 10 ans à 0. Ce qui fait que, par exemple, il y a des jours entiers où il n'y a pas une obligation de traiter sur le marché japonais. C'est-à-dire que le marché obligue du 10 ans japonais, qui est le taux de base, en quelque sorte, il faut prendre un rendez-vous pour vendre quelque chose, quoi. Il n'y a plus de marché. En fait, donc, ce que tu expliques structurellement, c'est que c'est pas comme si les entreprises où le marché japonais avait baissé, ça n'est que par comparaison en expression de monnaie dollar. Il y a deux banques centrales qui ont des politiques complètement divergentes et qui font un machin complètement idiot. Mais il n'y a pas eu de perte, comme nous, on a eu une perte parce que le prix de notre énergie... ils payent leur énergie plus chère et tout, mais en même temps, ils sont tellement compétitifs. Mais alors, quel est le grand concurrent des Japonais? C'est l'Allemagne. Ils font la même chose, des bagnoles. Et l'Allemagne, on sait où ils sont. Mais ça veut dire aujourd'hui qu'avec le yen qui baisse... Mais on va pas... C'est une super opportunité d'achat. Non, mais surtout, être en concurrence avec une société japonaise aujourd'hui, c'est horrible. Ouais. Tu imagines en plus des autres problèmes Toyota versus Volkswagen. Ouais, c'est une vraie question pour eux. C'est une vraie question. Et j'imagine que c'est une question pour l'Afrique aussi, quand tu dois acheter soit japonais, soit... évidemment, tu achètes japonais, il n'y a même pas de doute. Ben voilà. J'avais une question. Attends. Sur l'Angleterre, oui. Qu'est-ce qui se passe? En Angleterre, il y a eu un très joli coup d'État. On terminera par ça d'ailleurs, mais il y a eu un très joli coup d'État. Alors, il y a Madame Truss, qui n'était pas la plus... le couteau le plus aiguisé du tiroir, comme on dit. On ne sait pas, c'est juste qu'elle a... Oui, sur ce coup-là... Elle avait avec un type qui était très bien, son ministre des Finances, que j'aimais bien, qui avait décidé de se dire, on est dans une... vous savez, c'était la phrase de Churchill, la situation est désespérée mais pas sérieuse. Donc ils se sont dit, on va bourrer, plutôt que de prendre des mesures conservatrices pour mourir plus lentement. Ils avaient fait le fameux coup dont tu parles souvent de M. Chrétien au Canada, c'est-à-dire que quand il faut couper la queue du chien, plutôt que de faire souffrir cette pauvre bête et de lui couper en plusieurs fois, on coupe d'un seul coup. D'un seul coup, donc ils avaient alors pour arriver à leur fin, comme tout le monde était contre leur plan,
ils avaient viré tous les hauts fonctionnaires britanniques qui étaient au ministère des Finances, etc. Ils les avaient virés tous, y compris le patron des hauts fonctionnaires. Et donc, ils ont imposé un plan où, dans le fond, ils baissaient les impôts massivement, en particulier pour les riches, qui était toujours une bonne idée, parce que les riches ayant un taux d'épargne plus élevé, il vaut mieux confier du pognon à celui qui sait en faire qu'à celui qui va le dépenser bêtement, quoi. Donc, investissement, pour relancer l'investissement, la croissance. Bon, c'était osé, mais on ne s'attaque pas impunément aux hommes de Davos, en quelque sorte. Aux petits hommes gris. Aux petits hommes gris. Eh bien, les petits hommes gris, ils avaient un homme en place qui était le gouverneur de la Banque centrale, qui a organisé une panique sur la livre et qui a déclenché une panique sur le marché obligataire, qui a très bien fonctionné. Qui a failli foutre en l'air les fonds de pension britanniques, dont la Banque centrale s'est rendue compte avec horreur qu'elle avait des positions spéculatives monstrueuses, comme si elle ne le savait pas. Et donc, on s'est débarrassé de Madame Truss en 5 minutes. 44 jours. 44 jours. Et on a mis M. Sunak. Qui a tous les apanages des hommes de Davos. Il est parfait, au point d'ailleurs que son beau-père, donc l'Indien richissime, le père de sa femme, est vice-président de Davos. Donc, si vous voulez, on a eu un très beau coup d'État des hommes de Davos contre les hommes du Kent, enfin les conservateurs britanniques. The Middle Earth. The Middle Earth, voilà. Voilà, c'est Saruman qui a pris le contrôle contre... Et d'ailleurs, la première chose qu'il a dit, c'est « Je vais tout de suite revenir sur toutes les imbécilités qu'a fait Madame Truss. Et ne vous inquiétez pas. » Et on a mis comme ministre des Finances un gars qui était contre le Brexit, qui a présenté patte blanche. Enfin, donc il y a eu un très joli coup d'État en Angleterre. Donc il ne va plus rien se passer, là. Ils vont venir voter comme nous. Ils vont voter comme nous. Des trucs à la marge. Ils vont augmenter les impôts, ils vont essayer de diminuer les dépenses de l'État. Enfin, ils vont se retrouver avec un truc géré par un comptable, quoi. Voilà. Donc ça ne va pas marcher. Mais ça sera rationnel. Voilà. Donc, et propre. Voilà, ça sera rationnel, bien élevé. Le type a fait... il a été à Oxford, il a été d'abord à Westminster, ensuite, qui est l'équivalent d'Henri IV, quoi. Ensuite à Oxford, puis ensuite après, il a passé quelques temps chez Goldman Sachs, je crois, puis ensuite il a été gérer ses affaires. Donc, si vous voulez, c'est vraiment l'homme de Davos dans toute sa merveille. Et alors c'est drôle parce qu'il est tout petit. Ah oui. Mais tous les hommes de Davos, tous nos hommes de politique mesurent 1m50. Oui, voilà, c'est ce que je regardais. Donc on a quand même Macron qui est pas très grand, même si personne ne le dit, mais pardon, quand on voit des photos, ça fait Sarko, Hollande, Macron, ils font la même taille, c'est des petits modèles. Ensuite, le nouveau conseiller allemand est petit aussi, il fait 1,68. 1,68. Et monsieur, donc on a, c'est des gobelins. C'est des gobelins. Et le seul qui déteste tous, c'est Trump qui fait 1m92. Oui. Donc c'est vraiment C'est un elfe. D'ailleurs, il a les cheveux. Voilà. Donc il y a eu un très beau coup d'État qui a bien réussi. Le but, c'est de ramener l'Angleterre dans le giron de l'Europe à terme. Voilà, donc nous de faire un coup à la Sarkozy, quoi. Ils ont voté contre, et puis finalement, ils vont se retrouver dedans. Enfin, cela dit, si j'étais lui, il n'a pas les coups si franches que ça, parce qu'on a parlé pendant un moment du fait que Boris Johnson puisse revenir dans la porte, et il avait quand même à l'époque donc 120 MP contre 150. Donc, non, il n'est pas assis sur une si large majorité. Et puis dans 2 ans, il y a les élections où les conservateurs risquent de prendre une branlée parce qu'ils ont tout trahi, quoi. Voilà, donc à sa place, je pense qu'il va plutôt faire du bastingage qu'autre chose. Oui, il va essayer. Revenir sur le Brexit rendrait quand même le peuple a voté. Je ne pense pas qu'il s'en ravise. En Angleterre, on ne rigole pas avec ça. Voilà. Et ça ferait vraiment date quand même. Non, ce ne serait pas possible. Mais par contre, se rapprocher de l'Europe, présenter patte blanche, demander pardon, ça va y avoir droit. Voilà, ça va être formidable. Et puis, joindre ses efforts avec nous autres pour l'Ukraine. Pour l'Ukraine, oui, ils sont vent debout contre les... Voilà, donc l'armée britannique va avoir du boulot aussi. Voilà. Écoutez, merci ma fille. Merci beaucoup de nous avoir suivis une semaine encore, d'avoir posé vos questions. J'ouvrirai pour la prochaine émission dans un mois une nouvelle page pour que vous puissiez les poser en amont. Il y aura eu les élections
américaine à ce moment-là. Et il y aura eu les midterms, donc ça promet d'être assez intéressant, même si, a priori, historiquement, à chaque fois, il y a un effet de balancier. On va voir la taille de la raclée, c'est ça qui compte. Voilà, ça va être très amusant. Je me réjouis à l'avance. Je vous remercie encore de votre fidélité, de nous avoir suivis. Si vous n'avez pas regardé le bistrot Liberté de Charles, je vous invite à le faire. C'est pas sur notre chaîne, c'est sur la chaîne de TV Liberté. Donc un bistrot Liberté avec Éric Morillo et Greg Tabitan et plein d'autres. J'oublie les noms parce que à chaque fois que je suis nulle en nom. Voilà. Et merci encore de nous avoir suivis. N'oubliez pas de nous suivre sur tous nos réseaux sociaux, nos TikTok, nos Instagram, tout ça. Merci encore d'être si nombreux et on vous dit à la semaine prochaine. Merci. À bientôt. À bientôt.